c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on poursuit aujourd'hui la lecture de la fameuse série Saylor. À partir d'un récit exceptionnel, Michael Saylor nous décrit les forces qui ont guidé l'évolution technologique des civilisations. Et ce faisant, il nous démontre méthodiquement l'importance et l'inévitabilité du succès du Bitcoin. Alors, on est toujours sur le premier volet de la série Saylor, intitulé « L'ascension de l'homme aux âges de la pierre et du fer ». Et après la maîtrise du feu, le génie de l'homme se tourne vers un autre élément, l'eau. Poursuite donc de ce récit historique de l'épopée de notre espèce et des trésors d'ingéniosité qu'elle emploie pour aller toujours plus de l'avant. C'est parti. Reprenons la lecture là où on l'a laissé, à savoir à la description des combattants des îles Baléares entraînés au maniement de frondes géantes dès l'âge de 3 ans. Et nous nous étions interrompus précisément ici. On peut imaginer qu'après 15 ans d'entraînement, on devient plutôt adroit. Et il ne lançait pas des petits cailloux légers ou des trucs que l'on ramasse au bord de la mer. Non, il fabriquait des balles de plomb. Tout le monde se dit « Ah ouais, les balles, ça a été créé avec les armes à feu ». C'est pas le cas, les gens ont inventé les balles des milliers d'années avant les armes à feu. Les armes à feu n'étaient que la toute dernière idée consistant à associer les balles avec de la poudre à canon. Et les balles en plomb sont probablement apparues 10 000 ans avant notre ère. Peut-être plus, peut-être même 100 000 ans avant notre ère. C'est une idée simple, et si votre vie en dépendait, vous la comprendriez. Pour ce faire, il faut se procurer une balle très compacte, dense, et la placer dans la fronde. Vous avez déjà vu un bon lanceur au baseball, un bon pitcher? Peut-il lancer la balle à 30 mètres avec une précision de plus ou moins 10 cm? Peut-il vous toucher à la tête si vous vous tenez debout sur le marbre, la home plate? Ok, bon maintenant, imaginez quelqu'un qui lance une balle de plomb de 2,5 cm, visant votre tête à une distance de 50 mètres et faisant mouche à chaque fois. Parce que les Romains ont dit que c'était possible. Imaginez maintenant, et c'est là que ça devient grave, on en reparlera dans un instant, mais mettons juste les choses au clair, ces types pouvaient se tenir à 100, 200 mètres de distance et à 200 mètres toucher un être humain ou tout autre animal à la tête. Peu importe qui vous frappe à la tête d'ailleurs, s'il vous frappe au torse, ils vous briseront les côtes et vous souffrirez à coup sûr d'une défaillance d'organes. Il y a même des histoires, lorsque l'historien Tite-Live fait le récit de la Deuxième Guerre punique, il nous parle des frondeurs romains qui envoient tellement de ces projectiles qu'ils en brisent presque tous les os des Gaulois sous leur armure. Ils portent des armures de cuir et leurs côtes sont brisées. Et si vos armures ne sont pas de cuir et que vous êtes touché, c'est comme si vous receviez une balle dans votre casque, ça peut vous donner une commotion cérébrale. Le combat n'a jamais été équitable. Essayez de vous saisir de votre lance de 2 mètres de long et de vous battre à la loyale avec un loup ou une meute de loups. Non? Un ours? Non? L'humanité ne serait pas là si nous chassions ou nous nous défendions à l'aide de lances, d'épées, de massues et autres armes à bout portant. C'est vrai, elles ont tout un côté très romantique et elles sont bien filmées dans les films d'Hollywood, dans les combats de gladiateurs, parce que vous avez les deux adversaires qui tiennent dans le même cadre. Et si vous remontez 1 million d'années en arrière, les adversaires n'ont jamais tenu dans le même cadre. Si vous êtes parvenu jusqu'ici et que vous êtes humain, c'est que vous avez su maîtriser l'art de la mort par le haut. J'entends par là
tuer à distance sans que personne ne puisse soupçonner votre présence. C'est pas une invention moderne. Non seulement vous prenez du recul, 50, 100 mètres, mais vous prenez aussi de la hauteur. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez au sommet de la colline où la gravité travaille pour vous, ce qui accroît votre portée. Si vous étiez vraiment intelligent, Robert, et si je vous disais qu'il y a une bande de créatures quelconques dans la plaine et que n'importe laquelle d'entre elles peut vous dévorer ou vous piétiner, n'aimeriez-vous pas vous tenir à 6 mètres d'un escarpement qu'elles ne peuvent pas grimper ? Tenez-vous à 15 mètres au-dessus d'elles, attendez qu'elles passent, tirez-leur dessus soit avec une fronde ou un arc à des flèches, et si vous ratez, que se passera-t-il si vous ratez ? Robert, je recharge et je réessaye, non ? Michael, de combien de chances disposez-vous ? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles. Maintenant, que se passe-t-il si vous descendez dans la plaine avec votre belle lance et votre épée accompagnés de tous vos copains et que vous vous battez ? Robert, le risque d'une catastrophe, on peut jamais courir un tel risque. Tout ça me paraît super intéressant et ça met en évidence une autre différence entre nous et les animaux. Je sais que l'homme est l'un des rares animaux dont l'acuité visuelle est le sens premier. Je crois qu'il y a l'homme et les oiseaux prédateurs. Ça semble indissociable de notre dextérité, n'est-ce pas ? Notre capacité à manier et à manipuler arcs et flèches, frondes, ce type d'armes à projectiles. Cela souligne la différence entre nous et les autres créatures. Et ces deux éléments sont intimement liés à la parole, à la pensée et à la fabrication d'outils. C'est fascinant. Michael, songez à cette idée de missile. J'ai besoin de mes yeux, de mon cerveau, j'ai besoin de délimiter la zone d'abattage, de mise à mort. Et puis j'oublie un autre point. Nous sommes, il y a 500 000 ans, vous voulez tuer quelque chose, vous êtes sous le vent, le soleil est dans votre dos, vous êtes au-dessus et vous avez un missile. Et avec un peu de chance, vous avez toutes vos chances. Le truc, c'est que vous tenez tellement à vivre que vous allez trouver ce spot, vous mettre dans cette position où vous allez vous dire « À ce moment de la journée, le soleil sera dans mon dos, les vents dominants souffleront dans mon visage, je serai à 6 mètres de haut, et puis il y a ce chemin là-haut. Mais devine quoi, je vais le bloquer ce chemin parce que je veux pas que l'ours se précipite pour me manger une fois que j'aurai commencé à tirer. Puis j'ai une centaine de missiles. Et donc, encore une fois, c'est pas un combat équitable. Il y a que 2 types d'êtres humains. Ceux qui ont compris cela et qui sont vos grands-parents, et ceux qui ont été un peu négligents sur l'un ou l'autre de ces aspects et qui n'ont pas pu s'en sortir, ils ont disparu. Robert, tout ça, ça me ramène à Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre. Je vais paraphraser ici. Il a dit que dans toute bataille, c'est le terrain l'aspect le plus important. Un peu comme si le brillant général n'allait au combat qu'une fois convaincu de sa victoire du fait de tous ces préparatifs que vous décrivez, n'est-ce pas ? Soleil dans le dos, le vent de face, en haut de la colline, sous couvert avec une bonne réserve de missiles. Michael, les technologies qui dominent le marché aujourd'hui occupent leur position dominante parce qu'elles sont capables de délivrer une force de manière plus rapide, robuste, puissante et intelligente. Si vous voulez dominer, comment pouvez-vous délivrer une force plus rapide, plus forte, plus intelligente ? Je pourrais citer une centaine d'exemples dans l'histoire. Et dans tous les cas, vous savez, on a tendance à repérer ces choses-là. Donc si une chose est dotée de cette caractéristique, lui permettant de gagner en dureté, intelligence, force et rapidité, alors il s'agit à coup sûr de quelque chose de vraiment irrésistible. C'est pourquoi l'or numérique est des milliers de fois supérieur à l'or, parce qu'il y a toutes ces dimensions sur lesquelles on peut travailler. C'est pourquoi toutes les créatures naturelles, l'or est un rocher, un ours est un ours, un mastodonte est un mastodonte, elles ne deviennent pas plus robustes, rapides, fortes ou intelligentes. Elles font tout simplement ce qu'elles font. C'est le cas des êtres humains. On doit tout à l'innovation. Les missiles ne sont donc qu'un outil, mais en constituent une bonne illustration. Le feu est un réseau énergétique et une source d'énergie. C'est une batterie, une source d'énergie que l'on peut acheminer d'une certaine manière. Cela nous conduit à l'hydraulique, qui représente l'énergie de l'eau, cette eau qui constitue un autre réseau. Et nous voilà examinant des forces élémentaires, le feu et l'eau. Il suffit de regarder l'océan et ce qu'il fait.
L'action des vagues est une énergie incroyable. Mais la flottabilité représente une autre source d'énergie. Avez-vous déjà essayé de soulever une charge pesant 1 tonne et de la monter en haut d'une colline sur votre dos? Ou juste de la déplacer un peu plus loin, là, juste de l'autre côté? Chargez donc 1 tonne sur un chariot, sur le dos d'un âne, faites-la glisser sur des patins. Ça pose problème, non? Et ce problème particulier ne peut pas être résolu par le feu. On n'en vient pas à bout simplement en l'enflammant. En revanche, si vous avez besoin de déplacer 1 tonne de marchandises, vous la chargez sur une barge que vous mettez à l'eau. L'eau repousse cette charge d'1 tonne. Je peux la pousser et la mettre en mouvement d'une seule main. La maîtrise de l'hydraulique est fascinante. Je suis allé au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et la mascotte du MIT, c'est un castor. On porte des bagues ornées d'un castor, puis on discute et puis on nous demande « pourquoi vous avez un castor ?» La réponse, c'est que le castor, c'est l'ingénieur de la nature. Le castor est une créature myope, courte, tendinante, il arrive, il jette un coup d'œil autour de lui et il voit l'eau couler. Il peut se contenter d'être une proie pour les lynx roux, entre autres, leur dîner, ou bien il peut entreprendre quelque chose. Et ce que fait le castor est tout simplement incroyable. Le castor se met à abattre des arbres. D'abord, le castor trouve où abattre les arbres, puis il abat les arbres, puis il transforme l'arbre en barrage, puis il fait passer la rivière dans le barrage, crée un étang et inonde l'étang. C'est comme s'il lisait le terrain. Une fois l'étang créé, il y fabrique une hutte au beau milieu avec une entrée sous l'eau et il y mène sa petite vie dans cette hutte. Cet étang, l'eau, est un élément essentiel à la vie. Et cet étang crée un écosystème dynamique dans lequel énormément de choses se développent. Beaucoup de créatures en profitent. Ce que je veux dire, c'est que la biodiversité augmente. C'est bon pour toute la vie végétale, la faune et la flore. Alors les gens déplorent que le castor détruit les forêts. Il fait juste son job. S'il y a une tempête et que le barrage est endommagé, le castor nage au milieu de l'orage ou l'ouragan ou quoi que ce soit d'autre et il répare le barrage. C'est une créature très industrieuse. On en reste sur le cul, émerveillé, et on se dit « Hein ? Comment donc une telle créature a pu comprendre tout cela ? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'homme ? » Bien sûr, ça a une signification profonde pour l'humanité. J'ai parcouru le monde entier. Je suis allé dans le désert, à Riyad dans les Émirats Arabes Unis, à Singapour et à Miami Beach. Les gens pensent que le pétrole c'est de l'argent. Ils s'imaginent que le pétrole c'est le pouvoir. Laissez-moi vous dire que le pétrole n'est pas vraiment un pouvoir. Ce n'est pas une richesse. L'eau est une richesse. L'eau est la clé de la vie. Si je vous donne 10 milliards de dollars et autant de terre que vous voulez dans le désert, vous ne pourrez pas créer la vie. Le coût pour créer un étang dans le désert, le coût pour créer un parc avec des chênes. Si je vous donnais 10 milliards de dollars et que vous viviez dans le désert, Robert, que feriez-vous avec cet argent ? Quelle est la première chose que vous feriez ? Robert, acheter des bitcoins et quitter le désert ? Michael, vous parlez comme un progressiste. Alors reprenons. Que se passerait-il si vous ne connaissiez pas Bitcoin, que vous viviez dans le désert et que je vous donnais les 10 milliards de dollars ? Robert, j'imagine que je chercherais des partenaires commerciaux en lien avec l'eau. Mais vous quitteriez le désert, non ? Alors, que font-ils ? Ils s'achètent un jet, une villa dans le sud de la France. Vous achetez un yacht qui flotte sur la Méditerranée et ensuite vous méditez sur comment vous allez vivre votre vie parce que cultiver un palmier dans le désert, ça vous coûte 20 000 $ par an. Si vous voulez 100 palmiers, ça fait 2 millions de dollars par an pour 100 palmiers. Et vous voulez 1,5 hectare d'herbe dans le désert ? Vous avez 100 millions de dollars par an pour 1,5 hectare d'herbe ? D'ailleurs, il se peut bien que vous ne l'ayez déjà plus. Même si vous avez dépensé 100 millions de dollars par an pour faire pousser 1,5 hectare d'herbe dans le désert, voilà la tempête de sable qui vous anéantit. L'eau est un élément véritablement essentiel à la vie. Nous sous-estimons son importance jusqu'à ce qu'on commence à payer pour la créer. Oui, on ne peut pas rester en vie dans le désert, mais une personne qui gagne 50 000 $ par an et qui vit dans une ville où il y a des parcs, de la pluie et une température agréable, vit mieux qu'un milliardaire dans le désert. C'est aussi puissant que cela.
revenons à l'hydraulique. L'hydraulique génère de l'énergie, n'est-ce pas? Je peux exploiter l'eau qui coule le long d'une colline et créer une turbine, puis je peux créer un moulin avec ça, c'est intéressant. Reprenons l'histoire des chasseurs-cueilleurs maintenant. Si vous m'aviez renvoyé 100 000 ans en arrière et que vous m'aviez dit « Bon, Mike, utilisez votre cerveau, allez donc chasser et cueillir. » Je vous dirais « Au diable !» Et qu'est-ce que je ferais? Je partirais à la recherche d'un ruisseau un peu en hauteur, peut-être un ruisseau d'eau douce de montagne, on peut la boire. Je trouverais un cours d'eau suffisamment grand pour qu'il y ait des poissons, puis je trouverais un endroit où je pourrais détourner le cours d'eau pour créer un étang. Je veux dire que si le castor peut le faire, je peux probablement y arriver. Je creuserais, je détournerais le cours d'eau, je créerais une écluse, et à ce moment de l'année où les saumons ou d'autres espèces courent, je ferais sauter cette écluse et je détournerais le cours d'eau dans mon étang et je me créerais peut-être un étang de 30 mètres de large, peut-être un étang de 7 mètres de large, peut-être un étang de 100 mètres de large. Je gaspillerais peut-être une grande partie de l'eau, ça m'est égal. Et je laisserais 500 de ces petits poissons se faire piéger dans mon étang. Je vais pas leur courir après avec un bâton comme dans Blue Lagoon. Il n'y a pas de combat équitable. Je pêche pas à l'hameçon. Mon idée de la pêche, c'est la dynamite. Je vais tout faire sauter dans le lagon et je vais marcher et ramasser les poissons. Mais en l'absence de dynamite, je vais simplement détourner l'eau. Quel est le débit de l'eau? Combien de poissons passent à côté de vous? Je les veux tous. Mettez-les dans l'étang. Et que pensez-vous que je vais faire? J'en sortirai un par jour. Et je laisserai les autres poissons nager autour. Et si l'hiver arrive et que l'étang gèle, c'est pas grave. Je vais forer un petit trou dans l'étang. Je vais sortir tous les jours pour y attraper mes poissons et je vais les manger. Et je vais pas courir après les choses. Quand tu cours après les choses, tu te tords la cheville. Et si tu te casses la cheville, tu meurs. C'est ça. Si tu cours après des trucs, qu'une meute de loups t'attrape par derrière ou que tu énerves un mastodonte en colère. Donc l'énergie hydraulique, c'est l'eau. Elle va t'apporter quelque chose à boire, elle va t'apporter quelque chose à manger. Peut-être que si je me fais du souci à propos des petites créatures rampantes ou autres, je vais creuser une tranchée autour de l'endroit où je vis et elles devront traverser l'eau pour arriver jusqu'à moi. Je vais peut-être utiliser de l'eau pour faire une douve. Si je vis au bord de la mer, je vais trouver un bassin de marais naturel. Et dans ce bassin de marais, je laisserai les créatures ramper. Je suis allé dans le Maine une fois. Avez-vous déjà observé les pêcheurs de homards? Robert? Je les ai vus à la télévision seulement, jamais pour de vrai. Michael, si vous ne connaissez rien des pêcheurs de homards, vous pensez sans doute qu'on a affaire à des chasseurs de homards munis de leur casier. Quand on regarde les homardiers à l'œuvre, on se rend compte qu'ils ne chassent pas le homard, qu'ils ne l'attrapent pas mais qu'ils l'élèvent. La différence c'est de taille. Ils fabriquent un piège, ils y placent une sorte de hareng ou quelque chose que le homard veut manger, le laissent tomber, posent 10 de ses cages et patientent. Les homards sont paresseux, alors ils rampent dans la cage, ils attrapent la nourriture et restent coincés dans la cage. Ils remontent le piège, ils trouvent un gros homard, ils le gardent. S'ils trouvent des petits homards, ils les y remettent parce qu'ils ont besoin de les laisser grandir. Ils créent de l'agriculture pour nourrir les homards vivant dans des hôtels à homards, heureux toute leur vie. C'est pas si mal, Robert. Si je vous disais, je vais vous offrir gîte et couvert gratuitement jusqu'à vos 70 ans et après je vais vous manger. Vous me diriez que c'est pas très convaincant. Mais si je vous disais, Robert, je vais vous loger et vous nourrir gratuitement jusqu'à vos 750 ans, et ensuite votre vie prendra fin, ou alors sinon, vous pouvez vous débrouiller tout seul et vous allez souffrir une mort horrible dévorée par un barracuda à l'âge de 35 ans. Vous en déduiriez peut-être que c'est finalement pas si mal de vivre à l'hôtel à homards 10 fois plus longtemps que votre espérance de vie naturelle. C'est pas comme si ces homards étaient allés très loin et s'y plaisent. Ce sont des homards domestiqués. Robert, la nature adopte généralement la stratégie la plus efficace sur le plan énergétique, n'est-ce pas? Vous êtes cet aigle qui entraîne le bébé chèvre jusqu'en haut d'une falaise, ou ce homard profitant paisiblement de l'hôtel à homards, ou bien cet homme détournant le cours d'eau pour capturer un tas de saumons. Cette tendance naturelle à vouloir en faire le moins possible tout en obtenant le plus, n'est-ce pas? C'est un peu la nature même de la productivité. Michael, je canalise l'énergie. Robert, ouais. Et ne pas gaspiller le processus, la canaliser aussi efficacement et utilement que possible.
Les pyramides furent construites 2000 ans avant Cléopâtre et César. Comment ont-ils fait pour les élever si haut ? Certaines des vidéos les plus fascinantes que j'ai vues sur YouTube montrent comment ils ont construit des ascenseurs hydrauliques pour transporter les blocs de pierre de 2 ou 4 tonnes en les faisant flotter le long du canal sur le côté de la pyramide. Et je suis tout à fait convaincu que c'est ainsi qu'ils ont procédé. Ils ont vraiment utilisé l'hydraulique pour construire les pyramides. C'est tellement logique. Robert. J'ai pas vu ça en fait. J'en étais resté au fait qu'ils les faisaient rouler sur des troncs d'arbres. Comment sont construits les systèmes hydrauliques ? Michael, vous avez un tube d'eau. Si je mets au fond du tube quelque chose de plus lourd que l'eau attaché à un flotteur, je mettrais un rocher avec un flotteur, peut-être des peaux d'animaux que vous gonfleriez avec de l'air. Ça va flotter le long du tube et ressortir au bout. Ce qu'il faut, c'est que le tube maintienne son intégrité physique, ce que je peux pas faire sur 300 mètres, mais qui est faisable sur 6 mètres. C'est comme le fonctionnement d'une écluse dans un canal. J'entre dans l'écluse, je ferme la porte, j'inonde l'écluse, ça soulève la barge, j'ouvre l'autre écluse et voilà, je suis passé. Imaginez donc une série d'écluses que j'utilise pour transporter 100 000 tonnes de pierre avec de l'eau. Très intéressant. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont procédé à mon avis. Mais l'eau peut être utilisée pour l'agriculture, pour la pêche, pour la sécurité, elle peut être utilisée pour l'assainissement. En fait, si on comprend pas l'eau et la dynamique de l'eau, il n'y a pas de berceau de civilisation dans la mer Égée ou ailleurs. Je vais vous donner une autre anecdote intéressante. Je suis allé à Santorin. Santorin est construite en surplomb de la caldeira. Robert, c'est cette ville blanche, non ? Michael, ouais, c'est une ville magnifique. Et au XXe siècle, on peut prendre l'ascenseur depuis le port pour rejoindre la ville qui se trouve 150 mètres au-dessus. Et sur le chemin du retour, je vois qu'il y a des promenades à dos d'âne. En fait, à partir du port, on peut monter à Santorin ou en descendre à dos d'âne. Et donc, j'étais en pleine période de remise en forme et je me suis dit, je vais pas descendre à dos d'âne. Je pense que je vais descendre à pied. Je veux dire, je pense que je peux marcher simplement, pas besoin de prendre cet ascenseur de dégonfler. Je commence donc à descendre les marches qui ne sont pas très difficiles. Et à votre avis, qu'est-ce que je vois en descendant les marches des ânes ? Robert, du crottin d'âne ? Mike, dans quelle proportion à votre avis ? Robert, probablement plus que vous ne le souhaitiez. Michael, une rivière d'excréments d'âne. Attention, on parle juste de 3-4 ânes de tourisme qui s'attaquent à des touristes occasionnels. Une rivière d'excréments d'âne. Et difficile à éviter. On sautille de ci, de là. Et puis mon cerveau se met à fonctionner. Et je commence à me dire, qu'est-ce qui se passe s'il y a 100 fois plus d'ânes et qui traversent une ville ? Et que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ? Comment vous débarrassez-vous de tout cela ? C'est pas comme s'il y avait des tuyaux hydrauliques et qui pouvaient simplement nettoyer. D'ailleurs, ils ne nettoient pas au XXIe siècle en Grèce. C'est une rivière de merde d'âne. Je veux dire qu'ils n'ont pas encore trouvé comment la nettoyer 3000 ans plus tard. Revenons donc 3000 ans en arrière et faisons cette expérience de pensée. Qu'est-ce que cela fait de vivre en ville en utilisant la force animale pour se déplacer ? Robert, ce serait l'endroit idéal pour vivre. Michael, affreux, mais aussi insalubre. Je veux dire infesté de mouches, de typhoïdes, de germes. Et quand le temps devient sec, que ce truc se dessèche et qu'il souffle dans l'air, vous allez le respirer, le sentir, ce sera tout simplement horrible. Alors, vous voulez le boire et le manger ? Il ne s'agit pas d'une simple question de confort, vous allez en mourir. On ne peut pas réunir un groupe d'êtres humains sans résoudre le problème de l'hygiène. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, très viscéralement, qu'il y a une raison pour laquelle toutes les rues de Mykonos sont si étroites et qu'il y est impossible d'y faire passer un cheval ou une charrette. Ce sont des villes où l'on marche. C'est pas pour rien que la classe équestre était celle des chevaliers romains. Les chevaliers étaient la classe équestre. Et dans la Rome antique, ça correspondait à la strate sociale supérieure. Les 0,1, 1% de la population. Les nobles de Rome constituaient la classe équestre. Être riche et puissant, cela voulait dire avoir le droit de déambuler en ville à cheval. Personne d'autre ne le pouvait. Le problème n'était pas qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des chevaux. Le problème, c'est que s'ils autorisaient n'importe qui à monter un cheval dans la ville, l'insalubrité serait telle que la ville deviendrait inhabitable.
Ainsi, dans la plupart des villes antiques, si l'on voulait qu'elles fonctionnent, il fallait qu'elles fonctionnent à la force humaine, ce qui posait un dilemme. Comment déplacer les marchandises ? Dites-moi, comment faire circuler les choses proprement ? J'ai besoin d'une source d'énergie propre qui ne va pas encrasser mon système sanitaire, qui ne va pas me tuer. Bien sûr, c'est un bateau. Que voulez-vous ? Vous voulez 25 villes avec des ports sur une mer intérieure, avec au moins une saison de 6 à 9 mois par an, durant laquelle vous pouvez traverser d'un point à l'autre sans vous abîmer et périr contre les rochers. Il faut donc une mer assez paisible, mais il faut de l'eau. Car si vous avez les mêmes 25 villes sur Terre, et que vous utilisez la force des chevaux ou des animaux pour transporter les biens et services, c'est tellement sale, tellement insalubre, que votre civilisation ne décollera probablement pas. Robert, la Méditerranée était le lieu idéal pour ça. Michael, la Méditerranée est l'océan parfait, car il y est souvent possible de naviguer sans même quitter la terre des yeux. Difficile de se perdre. Il y a beaucoup de ports. Robert, très calme, relativement parlant. Michael, et les escales sont nombreuses. Observez tous ces empires. L'empire phénicien, l'empire romain, l'empire vénitien, l'empire britannique. Si vous faites le tour de tous les grands ports de la Méditerranée, tous les très bons d'entre eux, l'histoire se déroule à peu près de la manière suivante. Vous allez peut-être à Bonifacio, en Corse. En l'an 1000, c'était le port phénicien. Puis, 500 ans après Jésus-Christ, l'empire grec est arrivé et c'est devenu un port athénien. Ensuite, les Carthaginois les en ont chassés et c'est devenu un port carthaginois. Puis les Romains les en ont chassés. Le port est devenu romain. Ensuite, après que les Romains les eurent dépossédés de ce port, les Vénitiens s'en emparèrent et ce fut un port vénitien. Et finalement, c'est devenu un port britannique. Vous savez, c'est l'histoire de Malte, c'est l'histoire de beaucoup de ports en Méditerranée. Si vous voulez dominer la Méditerranée, il vous faut un port à 1 ou 2 jours de navigation où vous pouvez vous abriter lorsque le Mistral souffle. Si vous contrôlez ce réseau de ports, lorsque le temps est mauvais, vous entrez dans le port et votre navire ne coule pas. Si vous ne le faites pas et que vous vous trouvez à 1 semaine d'un port amical et que le temps se gâte, vous vous retrouvez projeté contre les rochers et vous périssez. Et c'est la fin. Il s'agit donc de réseaux nautiques basés sur le relief. La Méditerranée a été un bon creuset pour le début d'une civilisation. Lorsque l'on considère l'incroyable puissance du transport hydraulique, on mesure les conséquences de son absence. On se rend compte qu'on ne peut pas vraiment développer la densité économique. Alors on n'a pas beaucoup abordé l'agriculture, c'est vrai, on pourrait le faire, mais bon, le thème général est à peu près le même. Lorsque je vous dépose et que vous trouvez un arbre fruitier, vous n'allez pas vous dire « Oh, dis donc, il y a un arbre fruitier dans cette clairière. Je vais marcher 30 km jusqu'à l'endroit où je peux trouver un arbre fruitier et ensuite, je vais marcher 10 km pour revenir à l'endroit où se trouvent les poissons. » Tu vas vraiment ramasser un arbre fruitier et en planter une centaine à côté de ton étang de pêche. T'es pas stupide comme les hommes du Paléolithique. Il y a toutes les raisons de croire qu'ils étaient plus intelligents, plus forts, plus résistants que nous. Voilà, la lecture s'achève pour aujourd'hui. Le thème n'a pas changé. Il s'agit de survivre, de réfléchir, concevoir des outils et développer des stratégies permettant de réduire son exposition aux risques. Saylor insiste encore une fois sur le fait qu'il n'est pas question de concurrence loyale ou déloyale dans la nature. Ce sont des considérations humaines assez récentes de surcroît. Il est question d'évoluer vite, de s'adapter sans cesse et de devenir plus robuste, plus rapide, plus fort, plus intelligent, meilleur. Cette évolutivité qu'on ne trouve dans le règne animal guère que chez l'homme, c'est aussi un marqueur clé des produits et services phares des entreprises en position dominante sur leur marché. Mais cette évolutivité, elle est absente du monde minéral. L'or en est donc dépourvu et sera prochainement éclipsé par la supériorité technologique de Bitcoin, son héritier numérique. Ayant appris à canaliser l'énergie du feu, l'homme entreprend de maîtriser les pouvoirs de l'eau, l'énergie hydraulique. Son énergie statique, cinétique, sa densité, son caractère essentiel à la vie, la biodiversité qu'elle nourrit, toutes les révolutions qu'elle permet en matière de transport, d'hygiène, d'agriculture.
Et puis Saylor illustre ses propos d'exemples assez géniaux. Il y a cette histoire de castor, celle des pêcheurs de homards, des écluses au pied des pyramides. En fait, on comprend bien que la canalisation de l'énergie de l'eau par le biais de la navigation maritime et des aqueducs permet l'essor des échanges économiques et la densification démographique sur le pourtour méditerranéen. Et moi, tu vois, ça me parle. L'eau, ça m'a vraiment interpellé durant mes études. Parce que, une fois mon diplôme d'ingénieur en agriculture en poche, j'ai bifurqué dans ce secteur en suivant un master en gestion environnementale de l'eau et puis en effectuant un doctorat en gestion de l'eau et assainissement. Et j'étais assez confiant de pouvoir trouver un boulot intéressant, utile. Puis j'ai pu vérifier la valeur potentiellement inestimable de l'eau. J'ai vu un gars troquer sa montre en or pour un bidon d'eau. J'en ai vu un autre intoxiqué pour avoir bu de l'essence dans l'espoir de se retrouver un petit peu réhydraté. Tout ça dans le désert du Ténéré. Et quand les gens me disent « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Jacques, de te mettre à bosser sur le Bitcoin ?» Je leur réponds que c'est un peu la même orientation. Il s'agit d'irriguer la société avec la meilleure monnaie qui soit pour assurer des échanges toujours plus fluides et respectueux de la valeur de notre travail. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Like, retweet, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes réactions, d'éventuelles suggestions. Je te souhaite une bonne journée, une excellente soirée et puis à la semaine prochaine. Ciao!